Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième partie, en quelque sorte, de la conversation que nous avons eue dimanche à l'école alsacienne, en public. Conversation qui réunissait Jean-Louis Bourlange, David Jayes, Nicole Niesotto et Marc-Olivier Padis, et qui a porté d'abord sur l'état de la gauche en France et ensuite sur Israël, ses alliés, ses responsabilités et ses ennemis. Nous sommes maintenant, et ses alliés, nous sommes maintenant donc rentrés dans cette période de questions, et si vous voulez bien, monsieur, la première est pour vous. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci à tous pour la qualité de vos interventions. Je suis fan de l'émission, vraiment. Merci beaucoup. Écoutez, nous allons marquer une pause voilà. Là, maintenant pour savourer cette déclaration admirable. Ma question est sur faites des petits. Sur le deuxième sujet, Monsieur Bourlange, vous disiez, je crois que c'était vous qui disiez que le peuple israélien n'est pas d'extrême droite, et très vraisemblablement. Ma question, c'est pourquoi est-ce que les Israéliens ne semblent pas pouvoir entendre les critiques qui sont adressées à leur réaction aux attentats du 7 octobre, et pourquoi est-ce que on a l'impression qu'ils ne peuvent pas entendre le fait que l'État d'Israël et le peuple juif peuvent être mis en danger sur le long terme par leur réaction. J'ai l'impression que c'est un discours qui ne parvient pas à leurs oreilles. Jean-Louis Bourlange. Et quand je dis que les Israéliens ne sont pas d'extrême droite, je veux dire, il y a certainement une fraction importante d'Israéliens qui votent à l'extrême droite, mais je ne crois pas qu'ils soient guidés par la même inspiration que les membres du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. En revanche, je crois que ce qui s'est passé, ce qui répond à votre question, c'est l'ampleur du traumatisme. C'est le traumatisme qui s'est produit par ce massacre absolument abominable a été considérable et a, je crois, totalement changé le rapport des Israéliens à leur pays. Ils se sont dit, maintenant, il y a plus à discuter. C'est eux ou nous. Je crois que c'est un sentiment très répandu qui ne porte pas à une analyse politique très très dialectique et qui explique cette situation. Alors jusqu'à présent, ça ne s'était pas exprimé comme tel parce qu'il y avait une contradiction dans les objectifs poursuivis. David y a fait allusion tout à l'heure. Netanyahou n'a pas échoué dans la libération des otages. Il ne l'a pas essayé. Il a décidé que la priorité était la destruction militaire du Hamas à n'importe quel prix. Donc pas de principe de proportionnalité. Et on peut même dire que les morts de Gaza que la destruction du Hamas est un dommage collatéral par rapport à la destruction des populations civiles. Mais il y a donc une réaction très ambiguë, très ambivalente plutôt, au sein de l'État d'Israël, qui n'existe évidemment pas du tout sur le Liban, parce qu'il n'y a pas d'otages dans l'affaire libanaise, et donc s'exprime plus nettement, d'où la remontée de popularité de M. Netanyahou, qui est peut-être précaire, mais s'exprime plus nettement ce sentiment absolu de « c'est eux ou nous ». C'est ça qui s'est produit, et quand on voit ce qui s'est passé entre 40 et 45, on comprend que ce sentiment-là soit extrêmement fort. Cela dit, c'est catastrophique. Et moi, on n'a pas parlé de ça, je le regrette, j'aurais dû le faire. Ce qui est peut-être on ne peut pas faire quelque chose de digne si on n'a pas un objectif politique précis. Rabin et les autres pensaient vraiment le devoir de s'acheminer vers deux États. Là, ce qui est le plus abominable, indépendamment des massacres énormes à Gaza, c'est le traitement de la Cisjordanie. Et effectivement, Monsieur Netanyahou ne parle pas de Cisjordanie. Il parle de Judée et de Samarie. Donc, il prend le terme biblique. Je rappelle que Israël est une création de l'ONU. C'est pas une création de l'Ancien Testament. Et le général de Gaulle avait, dans sa correspondance avec Ben Gurion, avait marqué que si Israël ne clarifiait pas très clairement sa frontière, elle serait dans un engrenage sans fin. Et là, on voit bien, à travers les exactions encouragées
par des colons qui sont en situation permissive incroyable. Enfin, ça fait vraiment penser aux Blancs du Sud américain après la guerre de sécession. C'est cette espèce de liberté de faire ce qu'on veut, de chasser des gens, etc. Ce sentiment-là, c'est extrêmement grave parce que ça veut dire que Israël perd sa boussole. Et c'est ça qui est vraiment très impressionnant. Est-ce que ça peut revenir? Nous sommes incapables de jouer un rôle. Non pas simplement parce que nous sommes un pays moyen, etc., mais parce que ça serait l'Europe qui jouerait un rôle, et l'Allemagne est tétanisée par sa propre histoire, et elle ne peut pas articuler l'ombre d'une critique à l'égard d'Israël sans remuer des choses extrêmement profondes dans son propre, dans sa propre culture, dans son propre histoire. Les Américains s'orientent sont à la fois divisés et s'orientent vers des affaires, vers une approche totalement réaliste. La Russie, qui a quand même, la Russie a voté la création d'Israël. Elle est totalement liée à l'Iran. Tout ça c'est vraiment abominable. Et c'est pour ça que je suis inquiet, parce que je crois que David a raison. C'est ce déchaînement de la violence. On ne sait pas du tout où ça peut s'arrêter et à qui ça finira par profiter. Sans doute à personne. Juste deux points. Deux points. Donc, il y a effectivement ce sentiment d'union sacrée, d'union nationale, y compris avec le pire des premiers ministres, parce que la vulnérabilité de l'État d'Israël est totale aujourd'hui. Donc ça, c'est assez clair. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est reparler de la Cisjordanie. Je l'ai esquissé un peu en introduction, mais ce que fait aujourd'hui, ce que font les colons en Cisjordanie, c'est du même ordre de ce que fait l'armée de Tsahal à Gaza et dans les populations civiles du Sud-Liban. Ce qui est d'ailleurs très étrange, parce que c'est à cause de cette priorité donnée à la colonisation en Cisjordanie que Tsahal, les renseignements n'ont pas vu venir le coup du Hamas. Et donc c'est un peu cette priorité donnée à la colonisation qui a été à l'origine de la facilité avec laquelle le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre. Et c'est de nouveau aujourd'hui dans cette priorité, enfin dans cette focalisation sur la Cisjordanie que le pire est peut-être à venir pour les Palestiniens. Et je trouve que la communauté internationale, y compris la France, surtout la France, et les Européens, donnent effectivement beaucoup d'attention à Gaza, au Liban, etc., mais très peu à la Cisjordanie. Et là, je ne suis pas d'accord. Je pense que les Européens ont des cartes à jouer. Qu'ils aient une carte à jouer, mais c'est qu'ils veulent la jouer. Mais parce qu'ils ont des leviers. On a des vrais leviers sur la Cisjordanie. On a Erasmus+, on a l'Association d'Israël au programme de recherche européen, et on a l'importation des produits agricoles et industriels venant des colons. Et donc, on a des vrais leviers si on le veut. Merci, monsieur. Oui, bonjour. Je rejoins le premier auditeur sur les compléments qui ont été faits sur la qualité de vos émissions et interventions. J'ai une question sur la problématique de la gauche. Je voudrais rebondir sur les propos de Nicole Niesotto qui dit que l'union de la gauche, ça marche, malgré effectivement peut-être le Front républicain ou l'opposition au Rassemblement national, en tout cas la peur qu'il inspire. Est-ce que finalement, ça n'a pas marché? C'est, me semble-t-il, ce que Mitterrand avait fait. Et avec un discours électoral à l'époque très à gauche, très anticapitaliste, pour raccorder effectivement les radicaux mais aussi les communistes, et finalement prendre le pouvoir et mener une politique, en tout cas avec des idées très éloignées de ce qu'il avait envisagé. Est-ce que c'est pas ce calcul un peu machiavélique au sens littéral qui a manqué aux Rocardiens par la suite? Et est-ce qu'à l'inverse, ce n'est pas là où Macron a réussi en exaucant finalement au début, peut-être seulement au début, le vœu de David Jez qui dit qu'il faut rassembler le centre-gauche et le centre-droit, parce que c'était la promesse qu'il a tenue au départ, même si, au final, l'union de la gauche, enfin l'union en tout cas des sociaux-démocrates marche d'un point de vue électoral, mais est un échec du point de vue de la réforme du pays. Alors, David Jez. C'est une excellente question. Moi, je pense que c'est une des questions les plus importantes de la vie politique française de ces 20 dernières années. Moi, j'ai toujours dit que l'une des plus graves erreurs qui a été commise dans la vie politique française au XXIe siècle, c'est le fait que François Hollande ait investi contre François Bayrou, une candidate socialiste, en 2012,
Alors que, oui, mais c'est le propre de l'histoire politique. C'est Martine Aubry qui l'a investi. Oui, mais François Hollande s'y est pas opposé. Il avait le pouvoir de le faire. François Leroux ne s'est pas présenté, du coup. Il avait le pouvoir de le faire. Et en réalité, c'est l'effet papillon de la vie politique. C'est-à-dire que des micro-décisions peuvent parfois engendrer des changements considérables. François Bayrou, je pense, s'il avait été élu député, aurait pu gouverner avec François Hollande. Il aurait même pu être son Premier ministre en 2012. Et la face du monde, peut-être pas la face du monde, mais la face de la vie politique française en eût été différente. Emmanuel Macron est arrivé avec une démarche de dépassement, effectivement, du clivage central gauche-droite. Ce que je regrette, pour moi, pourquoi cette expérience est, à mon sens, ratée ? Parce que il a choisi la fuite en avant bonapartiste. C'est-à-dire, au lieu de dire on va réorganiser la vie politique française, et dans cet espace central, il y a au fond 4 grandes familles politiques, 4 grandes sensibilités qu'il va falloir faire vivre, viabiliser et faire discuter et travailler ensemble. Ces 4 grandes familles étant quoi ? La gauche de gouvernement ou la social-démocratie, dont Emmanuel Macron était issu, je le rappelle. Deuxièmement, les démocrates chrétiens, puisque le centre de François Bayrou a apporté un appoint électoral décisif pour la victoire d'Emmanuel Macron. Troisièmement, les libéraux, dans lesquels on peut ajouter Monsieur Le Maire, par exemple. On va dire, c'est une sensibilité qui se rapproche des libéraux allemands. C'est des gens qui sont attentifs aux finances publiques, à la liberté d'initiative, etc. Dans le discours, en tout cas. Et puis, quatrième, alors là, il y a quatrième famille, mais qui n'a jamais trouvé à s'exprimer. C'est ce que j'appelle l'écologie pragmatique, dont, au fond, Madame Pannier-Runacher ou Monsieur Canfin sont des représentants. Bon. Au lieu de dire, on fait vivre ces 4 traditions politiques, intellectuelles, et on essaie de former une nouvelle confédération, en fait, c'était tous derrière mon panache blanc. Et on a préféré faire des débauchages individuels que d'essayer de faire cette agrégation intellectuelle. Et on est parfois allé chercher très loin dans les eaux à droite des personnalités qui n'avaient pas grand-chose à voir avec j'ai de la sympathie pour Rachida Dati, je suis pas sûr qu'elle s'inscrive dans l'une de ces 4 familles politiques que j'indiquais. Et donc pour moi, c'est une expérience politique qui du coup est condamnée à être liée à la personne d'Emmanuel Macron. J'ai des doutes sur le fait que le macronisme survive à Emmanuel Macron, et je pense que cette expérience politique est condamnée à une forme d'attrition. En revanche, et c'est là que j'aimerais bien entendre Jean-Louis, je suis persuadé que la social-démocratie, la démocratie chrétienne, le centre, etc., ont aujourd'hui beaucoup plus de valeurs et beaucoup plus de points d'adhérence et de points communs que les alliances traditionnelles qui unissaient par le passé le centre avec la droite dite de gouvernement, qui quand même, quand on entend les discours de Monsieur Wauquiez, se rapproche parfois plus de l'extrême droite que de cet espace central. Marc-Olivier Padis. Je suis assez d'accord avec ce que dit David. La difficulté, disons, de l'échec du macronisme, c'est qu'il renforce cette espèce de conviction à gauche qu'une alliance à droite vous fait dériver nécessairement et sans fin vers la droite, et qu'on se retrouve, on partait ni gauche ni droite, et on se retrouve de droite et de droite, comme dit François Hollande. Et donc ça fait beaucoup de mal à cette idée, mais en même temps, il n'y a pas eu vraiment de stratégie, il n'y a pas eu vraiment de coalition ouverte. Il y a eu des débauchages, etc., comme l'a dit David. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il y a mon autre analyse sur le macronisme, c'est qu'il n'a pas voulu d'ancrage, parce que il s'est dit il faut que je garde ma liberté de mouvement au maximum, donc pas de parti, pas d'élus locaux, pas de doctrine, rien du tout comme ça. Je peux varier, changer, je ne suis tenu par rien. Et de fait, c'est ce qu'il a réussi à faire, sauf que il se retrouve à un moment tout seul, isolé, sans soutien et sans pilier véritablement dans la société. Et par rapport à votre première formulation, monsieur, votre question, comme on a cité déjà Gérard Grimbert tout à l'heure, je voudrais citer le travail historique qu'il a fait avec Alain Bergogneau, qui pour moi est un livre fondamental qui s'appelle L'ambition et le remords, où il montre que justement c'est toute la problématique de la gauche de gouvernement, mais depuis les débuts, c'est d'être toujours dans l'ambition au moment des campagnes électorales où on promet ceci, cela, et c'est pas propre à la campagne de 81. C'est un schéma
schéma vraiment répétitif. Et ensuite, c'est le remords en disant on a trahi, on n'a pas fait ce qu'on avait dit, etc. Alors qu'il y a des avancées sociales et puis que la politique, c'est pas du lyrisme. Il faut obtenir des choses, des avancées. Mais c'est à la fois cette incapacité à sortir de l'épopée au moment des campagnes et à éviter l'autocritique quand on se retrouve dans l'opposition, en dire mais c'est normal qu'on ait été sanctionné, on n'a pas été la vraie gauche, etc. C'est tout à fait mortel pour le Parti socialiste. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je voudrais effectivement répondre à David. D'abord, je crois, David a expliqué, il y avait différentes sensibilités. C'est tout à fait exact. On a un ensemble de familles. Mais moi, je crois qu'il faut quand même partir de quelque chose de beaucoup plus simple. C'est que nous avons effectivement une organisation tripartite des choix fondamentaux dans ce pays. On a une extrême droite et une extrême gauche qui, ensemble, font à peu près 50% des voix, donc c'est quelque chose qui compte, qui se sont construits l'une et l'autre sur des valeurs totalement opposées à celles sur lesquelles s'est construite la société politique française depuis la libération. C'est-à-dire le refus de l'Europe, le refus de la solidarité occidentale, le refus d'une économie sociale de marché ouverte et le refus de la démocratie représentative. Alors c'est officiel sur ce dernier point à l'extrême gauche, chez Mélenchon, dont le modèle est fourni par le sympathique M. Maduro, et c'est implicite chez Madame Le Pen, dont les amis sont très clairement M. Poutine et M. Orban. Donc on est dans des... Et ça, c'est quand même une rupture fondamentale, si bien que c'est à l'intérieur... Le macronisme, et c'est sa force, sa vérité, a été de comprendre ça. De comprendre que le clivage central n'était pas entre la gauche et la droite, il était entre l'extrême droite et la droite d'un côté, ce qui ne veut pas dire que Wauquiez ne dérive pas un peu sur les bords ou Retailleau, mais ça c'est bon. Ils se sont d'ailleurs séparés puisque Ciotti a franchi la barre, et puis l'opposition entre la gauche et l'extrême gauche. Voilà, on est dans le mélange des genres absolu, sans qu'on sache du tout. On fait venir Hamon, ça n'a plus aucun sens comme gauche réformiste ou social-démocrate. Tout ça est d'une très grande obscurité. Mais c'est là que se fait les choses. Alors là où je suis d'accord avec David, c'est quand il dit, je crois que c'est ça l'erreur. Je l'ai d'ailleurs dès le début, je l'avais écrit en 2017 dans un truc de Télos, l'erreur d'Emmanuel Macron, que David qualifie de bonapartiste, ce qui est juste, c'est d'avoir voulu faire un grand parti unique autour de lui, parce que le problème de Macron, c'est quand même autour de lui, toujours, autour de lui, sans aucune différence. Alors qu'effectivement, moi j'avais pensé plutôt à un modèle à l'allemande, dans lequel les partis politiques existent avec leur sensibilité et passent des accords. On pouvait pas faire la même chose qu'en Allemagne, mais ça, il a écrasé ce centre, et en écrasant ce centre, il l'a limité. Là où je suis en désaccord, et je terminerai par ça, c'est sur la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne, ça n'existe plus en France. Le MoDem n'est pas un parti démocrate chrétien. J'ai beaucoup de sympathie pour le MoDem, mais je ne l'ai pas rejoint en 2007 parce que c'était un parti qui s'est organisé, de façon très légitime d'ailleurs, sur la même base que le macronisme 10 ans plus tard. Ça a été autour d'une campagne présidentielle qui n'a pas été victorieuse, mais qui a été très brillante, de François Bayrou, que s'est organisé une espèce de convergence de gens qui venaient de partout et qui n'étaient pas démocrates chrétiens a priori. Les démocrates chrétiens, ils étaient restés à l'UDF. Et l'UDF a donné lieu à l'UDI, et ce qui s'est passé dans cette partie de l'hémicycle, c'est que l'UDI a été mal dirigé par des chefs qui n'ont pas réussi à s'imposer. Il y en a eu 3, en réalité, Lagarde, Morin et Borloo. Ils n'ont pas réussi à s'imposer. Leur chef, c'était Bayrou, mais Bayrou était parti. Et de l'autre côté, on avait un chef qui, lui, n'avait plus de troupes parlementaires. C'est comme ça que ça s'est fait.
Et c'est pas. Et aujourd'hui, le MoDem, alors le trait de génie de Bayrou a été d'acheter Macron à la baisse en pleine campagne de 2017 et de lui apporter les points décisifs pour qu'il gagne. Ça, c'est son grand choix tactique qui a été extrêmement réussi. Mais regardez, juste un mot. Qui représente actuellement dans le débat sur la fin de vie la position, d'ailleurs très brillamment et très honnêtement intellectuellement, la position la plus opposée à celle de l'Église. C'est Monsieur Falorni, qui est membre du MoDem. Donc on voit bien, il y a plus du tout, il y a des démocrates chrétiens, il y a Barrot, il y a Fesneau, il y avait des libéraux, Mignola, évidemment Marielle de Sarnez, et le reste, Balanan, effectivement, un certain nombre de gens, mais le reste, c'est bien davantage des personnalités venues de partout. Comme moi d'ailleurs, qui suis, comme je le dis toujours, démocrate et chrétien, mais sans le trait d'union. I'm a poor lonesome cowboy. Monsieur. Bonjour, vous me fournissez une transition toute rêvée. Je voulais revenir justement à 2007. Parce que 2007, les courbes des sondages, au mois de mars, si je me souviens bien, entre Ségolène Royal et François Bayrou se croisent. Et il est fait état par Ségolène Royal, un peu plus tard, d'un rendez-vous plus ou moins amoureux raté entre deux, puisque Ségolène Royal avait l'intention de suggérer à François Bayrou d'être son Premier ministre et d'avoir un ticket. Et donc on est sur le pré-macronisme, ni plus ni moins. Et François Bayrou l'avait parfaitement en tête, sauf qu'il a aussi sa carte personnelle à jouer. Et c'est bien pour ça qu'il n'a pas hypothéqué l'avenir. J'ai deux questions, une sur la gauche et une sur Israël. Sur la gauche, est-ce que quelqu'un aujourd'hui, comme Jacques Delors, comme Michel Rocard, pourrait arriver aux responsabilités, autrement dit, pourrait être élu? Les deux ont la particularité d'être honnêtes intellectuellement, ce qui est une qualité rare en politique. Et puisque effectivement, il faut être élu. Et pour être élu, il faut mentir. C'est le Gorgias de Platon pour beaucoup de choses. C'est les travers de la démocratie. Jacques Chirac le disait, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Donc aujourd'hui, est-ce que ce bloc Jacques central... Chirac à Platon, je suis pas sûr que le niveau philosophique soit... Il était très cette formule. Est-ce que aujourd'hui un bloc central pourrait émerger? Pas sûr. Ensuite, sur Israël, en fait, la question sous-jacente, c'est l'Iran. L'Iran a agi en sous-main pour, me semble-t-il, pour empêcher la normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et c'est peut-être une des explications du 7 octobre. Peut-être. Ensuite, que ferait l'Iran aujourd'hui? Que peut faire l'Iran aujourd'hui? Il y a son programme nucléaire et c'est pour ça probablement que l'Iran fait très attention à riposter de manière maîtrisée. Mais est-ce que la carte majeure, l'atout majeur de l'Iran ne serait pas de dire si c'est comme ça, je vais développer et arriver à terme, mettre à terme mon programme nucléaire militaire? Nicole Lisoto. Sur l'Iran, la relation entre Israël et l'Iran, comme toute relation, est réciproque. Et de même que l'Iran, effectivement, n'a absolument aucun intérêt à un accord entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui était en train d'être négocié, notamment qui a commencé à être négocié sous Donald Trump. Inversement, Israël n'avait aucun intérêt à ce que l'Iran réintègre la communauté internationale et les puissances régionales par le biais de l'accord JCPOA que les Européens avaient obligé l'Amérique à signer en 2015. Autrement dit, les deux ont un objectif à la fois diplomatique pour empêcher la puissance stratégique de l'autre. Israël était contre le traité et Israël a fait tout ce qu'elle a pu. Il a gagné d'ailleurs pour amener Trump à dénoncer le traité en 2018 alors qu'il y avait aucune preuve que l'Iran trahissait ses obligations. Le patron de l'AIEA disait l'Iran respecte
Et Trump a dit l'Iran ne respecte pas. En tout cas, moi, je crois qu'elle ne respecte pas. Donc, il est sorti du traité. Les Chinois sont intervenus pour essayer d'obliger les États-Unis à rester dans le traité. On a échoué. Mais donc, ça, c'était du côté israélien. Ils avaient gagné la bataille contre la normalisation, si je puis dire, d'une éventuelle puissance régionale iranienne. Et inversement, l'Iran ne supporte pas que l'ennemi saoudien, c'est-à-dire l'ennemi sunnite, fasse une alliance, d'ailleurs avec les autres, puisque Abraham, c'est tous les États, les Émirats arabes unis, Bahreïn, avec en plus le Maroc qui succède à l'Égypte et la Jordanie pour normaliser les relations avec Israël. Donc l'Iran avait un intérêt effectivement stratégique à empêcher cela. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'Iran a aidé, financé ou je ne sais quoi, participé à l'opération du Hamas? On n'en sait rien, mais ce qu'on sait, il y a une enquête du New York Times qui vient de sortir, c'est que le Hamas a essayé pendant 2 ans d'obtenir la coopération, y compris militaire, de l'Iran, et qu'ils ne l'ont pas obtenue. Il y avait et d'ailleurs, quand l'opération a eu lieu, les Iraniens ont dit, on se félicite de cet attentat, mais on n'y est absolument pour rien. Je crois que c'est la position, effectivement. Et donc, d'où votre deuxième question, est-ce que l'Iran acculé va être obligé de soit de se déclarer comme puissance nucléaire, soit d'utiliser cette arme? Je ne crois pas une seconde. De même que je ne crois pas une seconde que les Israéliens aient la capacité militaire, en dépit de leur excellence. Moi, je fais partie de ceux qui sont impressionnés depuis, après l'échec du 7 octobre, mais impressionnés par l'excellence technologique, haute technologique de l'armée israélienne. Mais je ne crois pas que les Israéliens aient la capacité de viser en profondeur les installations nucléaires iraniennes qui sont très, très, très en profondeur. Je crois que c'est la seule chose, d'ailleurs, que les Américains ne leur laisseraient pas faire. Et donc, on en est réduit entre ces deux États, Israël et l'Iran, à une guerre. Aujourd'hui, c'est pas une guerre à venir. La guerre, elle est réelle. Quand des missiles arrivent de part et d'autre, c'est une guerre. Mais je voudrais vous rappeler la théorie, la doctrine israélienne en matière de nucléaire, c'est de ne pas dire qu'elle est un État nucléaire, parce que ce serait contrevenir au droit international. Mais la position de la doctrine israélienne, elle est assez subtile. C'est de dire l'Israël ne dira jamais si elle possède ou pas l'arme nucléaire, mais Israël ne sera jamais la deuxième puissance à utiliser le nucléaire dans la région. Il ne sera jamais la deuxième puissance, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera la première. Donc tout ça est très subtil. Il y a une première moitié à votre question, David, tu t'en souviens? Oui, le rapport entre politique et vérité, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'étais un peu peiné que on mentionne pas tout à l'heure Pierre Mendès France, qui est quand même... Alors, le propre de ces politiques qui ont beaucoup pratiqué la vérité, qui ont eu même le courage de la vérité, la parésia à laquelle Michel Foucault a consacré des très belles pages, c'est qu'ils ont souvent peu gouverné. C'est-à-dire que l'expérience Mendès France, c'est quelques mois. Michel Rocard, alors par le hasard de l'élection, des élections législatives de 88, Mitterrand lui confie les rênes, mais ça a duré 2 ans et demi à peu près. 3 ans. 3 ans. On fait 3 ans. Jacques Delors a refusé de sauter l'obstacle. Donc on voit bien que effectivement les politiques qui ont cette éthique de la vérité, ils ont souvent un rapport empêché à l'art de gouverner, à l'exercice du gouvernement. Je reviens sur la proportionnelle. Moi, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle à la crise démocratique dans laquelle nous sommes, mais un mode de scrutin qui permet à chaque sensibilité politique de concourir loyalement sous ses couleurs en annonçant un programme et en assumant que ce ne sera pas tout le programme, rien que le programme, mais que à la suite de l'élection législative, des discussions s'engageront avec les partis qui sont ses voisins idéologiques. Ça me paraît plus sain et ça me paraît plus de nature à faire éclore des personnalités politiques qui ont, qui mettent la vérité assez haut dans l'arc de leurs valeurs. Dans le cas de Mendès France et dans le cas de Rocard, oui, c'est court. Enfin, c'est très court pour Mendès France, mais c'est aussi
très efficace sur un problème dont personne n'arrivait à se sortir, l'Indochine. Et dans le cas de Rocard, c'est 3 ans qui sont 3 ans de mise en pratique du compromis tel que derrière lequel on tourne, en partie d'ailleurs grâce à l'habileté de ses conseillers, du regretté Guy Carcassonne et du non moins regretté Tony Dreyfus, qui étaient chacun à un poste différent mais extrêmement efficace pour avoir ce que Edgar Faure appelait des majorités d'idées, mais qui ont été et il faut quand même se souvenir que Michel Rocard a été Premier ministre d'un président de la République qui l'a empêché de nommer au poste régalien des ministres qui lui conviennent, qui a nommé à ces postes régaliens des ministres dont une des activités consistait à empêcher Michel Rocard de gouverner comme un Premier ministre doit pouvoir le faire, et qui en plus n'a cessé, François Mitterrand, de mettre des bâtons dans les roues de ce gouvernement en lâchant toutes sortes de chiens, le dernier ayant été Bernard Tapie. Et je dois dire que je ne peux pas m'empêcher de citer cette admirable analyse politique d'un politologue ignoré, mal connu, ignoré comme tel en tout cas, qui était Pierre Desproges, qui disait qu'en 81, le choix était très facile, il suffisait de choisir entre la gauche et Mitterrand. Jean-Louis Bourlange. Oui. Pierre Asner était très gêné parce qu'il ne voulait jamais, il avait un parti profond, c'est de ne jamais soutenir un candidat qui était soutenu par l'URSS et jamais soutenir un candidat qui était soutenu par le Parti communiste. Donc il ne pouvait voter ni Giscard ni Mitterrand. Mais oui, un mot sur Rocard. Le rapport à la vérité de Rocard est beaucoup plus complexe parce que Rocard est le théoricien, comme il l'a dit lui-même, des coups qui ne se voient pas. Il avait dit, on voit pas ce que vous avez fait, je suis le spécialiste des coups qui ne se voient pas. Et il a fait une théorie extrêmement précise de l'action réformiste qui est absolument opposée à celle de Mendès. Il dit, il ne faut pas dire ce qu'on fait. Parce que on brutalise tout le monde, il faut préparer les trucs et les rendre et les faire passer, les insinuer, si je puis dire, dans la société, oui. Exactement comme la CED a été vendue par Robert Schuman sans que personne s'en soit vraiment aperçu. Sauf que le gouvernement. La justification de cette différence entre Rocard et Mendès, la justification donnée par Rocard, c'est que le système médiatique avait tellement changé que en effet, oui, il fallait, si on voulait faire comme il l'a fait, comme il a fait la réforme de l'enseignement agricole, il fallait en parler qu'une fois qu'elle était faite et votée. Sur la proportionnelle, je voudrais d'abord, sur la gauche, Bayrou, pourquoi Bayrou n'a pas fait ce qu'il a fait, ce que vous souhaitiez, ce que vous imaginiez qu'il aurait pu faire en 2007? C'est très simple, parce que le parti politique était complètement lié à la droite. Il n'avait pas du tout fait. Macron, il n'avait rien derrière. Il a donc construit un parti nouveau. Bayrou avait pas mal de parlementaires et il a géré son affaire présidentielle de façon très autonome par rapport à son groupe parlementaire qui était non seulement lié favorable à une majorité de droite, mais qui était lié par tous les scrutins locaux à des formations de droite. Donc il ne pouvait pas véritablement faire ça. S'agissant de Hollande, oui. Hollande aurait pu faire quelque chose pour Bayrou, et Hollande a même fait une déclaration complètement extravagante. Quand Bayrou s'est rallié à lui, généralement quand on est candidat, on a un type qui se rallie, on dit « Ah, formidable, vous avez vu, c'est une grande sensibilité politique ». Non, pas du tout. Il a dit « C'est une décision personnelle de monsieur Bayrou qui n'engage que lui-même ». C'est parce qu'il était terrorisé par Martine Aubry, qui lui a imposé un régime très strict. Mais sur la proportionnelle, n'exagérons pas. D'abord, le problème numéro 1, c'est le nombre. C'est pas les démocrates chrétiens et les socialistes. Si on ne fait pas masse de tous ceux qui sont sur le troisième choix, que j'ai défini, on ne gagnera pas face à des gens qui représentent plus de 50% des voix. Mais la proportionnelle, ça ne suffit pas. Ça ne marche pas, la proportionnelle. Moi, je suis pour, hein. Mais les raisons pour lesquelles la gauche, d'abord, ça serait, si on avait appliqué la proportionnelle, faut le savoir, on aurait eu 50 députés Rassemblement National de plus. On prend pas, mais il faut le savoir. Mais surtout, les raisons pour lesquelles la gauche reste liée, c'est pas simplement le mode de scrutin. C'est d'une part, comme on l'a dit
tout à l'heure, la mythologie, qui est très fondamentale, et d'autre part, l'ensemble des alliances locales sur lesquelles, de toute manière, on est dans des scrutins de type majoritaire. Donc, il faut, moi je suis pour la proportionnelle, mais je mets en garde ceux qui la défendent contre l'idée que c'est la variable essentielle. La variable essentielle, c'est dans la tête des socialistes, dans la tête de la gauche, est-ce qu'ils veulent favoriser Mélenchon ou est-ce qu'ils veulent favoriser quelqu'un qui est plus proche d'eux sur le plan idéologique et plus éloigné d'eux sur le plan de la culture politique. Marc-Olivier Padis. Oui, je voulais réagir à la formule que vous avez utilisée tout à l'heure. Pour être élu, il faut mentir. C'est une formule qui me heurte un peu, je dois dire. Mais je pense que profondément, le platonisme ne permet pas de penser la politique. C'est un peu abrupt, comme je le dis comme ça, mais je voudrais me référer à quelqu'un qui a beaucoup réfléchi au sujet, qui est Hannah Arendt. Justement, la citation qu'a donnée Jean-Louis tout à l'heure de Simone de Beauvoir est tout à fait caractéristique de la façon dont les philosophes ne peuvent pas comprendre la politique, c'est-à-dire ils pensent que la vérité est une et que l'erreur est diverse. Or, la politique a affaire au pluralisme. Par nature, c'est ça, la politique, c'est avoir affaire au divers. Et donc, tant qu'on pense que le divers, c'est l'erreur, on ne peut pas comprendre la politique. Et Hannah Arendt avait des raisons personnelles de se demander pourquoi les philosophes se trompaient toujours en politique. Donc, je voulais avoir cette réflexion un peu rapide, mais ça veut dire que la politique, elle n'a pas affaire avec le mensonge et la vérité, mais avec la prudence et la rhétorique. Et donc, on passe évidemment, de Platon à Aristote. C'est beau. Monsieur tout là-haut. Oui, merci. Alors, pour revenir au Proche-Orient, j'avais une question. Je sais bien que vous n'avez pas de boule de cristal, mais sur la présence des forces des Nations Unies au Liban, est-ce que ça va devenir, à votre avis, une partie de la solution, ou est-ce que ça va, au contraire, devenir une partie du problème? Comment vous voyez les choses, et sachant que ces forces, si j'ai bien compris, ont été copilotées par la France et l'Italie, donc la France joue un rôle aussi important dans cette présence militaire. Merci. Nicole Nisotto, qui n'a pas de boule de cristal, mais qui lit dans le mar de café. Ouais. La FINUL, la Force des Nations Unies, c'est un instrument. Donc, elle est un instrument au service d'une résolution des Nations Unies. Donc, ce sont les Nations Unies qui peuvent définir la participation des Nations Unies à une solution. Alors, une solution entre de quoi ça, déjà, il faut le définir, entre la solution à la guerre israélo-Iran, par le biais du Hezbollah, au conflit israélo-palestinien par le biais du Hezbollah et du Hamas, etc., etc. Donc, la vraie question, c'est pas de savoir ce que peut faire la FINUL. Aujourd'hui, elle peut pas faire grand-chose parce que son mandat est uniquement de contrôler la frontière. Alors d'ailleurs, c'est quand même intéressant, il y a quand même des soldats de la FINUL qui sont en Israël, qui sont de l'autre côté de la frontière et ils rapportent. Tout ce que fait la FINUL, c'est elle rapporte ce qu'elle voit aux États membres et en particulier donc au secrétaire général des Nations Unies. Non, la vraie question, c'est que peut faire l'ONU. Je crois que ça a été un des sujets de l'émission la semaine dernière. Et à l'intérieur de l'ONU, que peuvent faire les 5 permanents du Conseil de sécurité, sachant que les Américains, depuis que l'ONU a été créée, sauf une seule fois, ont toujours mis un veto à toute proposition sur le conflit israélo-palestinien qui ne plaisait pas à Israël. Et donc, voilà, on en est là. Mais je pense, malgré tout, malgré ses faiblesses, malgré son image très détériorée sur la scène internationale, je pense que là, la France et Emmanuel Macron, parce qu'il lui reste plus que ça maintenant pour marquer son époque, il lui reste la politique étrangère et la défense, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer à condition qu'il ne la fasse pas tout seul. C'est-à-dire qu'il s'assure auparavant d'avoir le soutien des autres. Mais je pense que la France est attendue sur le Liban et en particulier sur le sort de la FINUL. Merci beaucoup. La dernière question sera pour vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci pour vos échanges alors ce sera sur le premier thème, en fait, sur la politique. On a beaucoup conversé en tant que penseur, en fait, en tant qu'aussi spectateur de la politique. Donc, on y a vu des pièces de puzzle.
Et aujourd'hui, je suis aussi un citoyen, j'aimerais voter et je ne sais plus pour qui voter. Donc, je constate simplement que depuis 40 ans, en fait, la France... Il n'y a pas d'élection, rassurez-vous. Comment ? Il n'y a pas d'élection. Oui, Dieu merci. Peut-être Vous avez qu'il y en aura. En tout cas, j'aurais commencé la réflexion pour pouvoir voter d'ici quelques années. Donc, on constate malgré tout que les fondamentaux de la France se dégradent, enfin, depuis une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. J'ai été très frappé par une étude qui a été menée cet été, qui a été divulguée par l'OCDE, disant que les Français travaillent le moins au monde. Si on prend la quantité de travail par habitant, le moins au monde dans l'OCDE, 660 heures par an versus 770 en moyenne. Peut-être des heures plus chargées. En tout cas, notre productivité se dégrade. Nos fondamentaux sur l'écologie, on ne peut pas dire qu'on est vraiment engagé dans une révolution réussie. Et je n'arrive pas à avoir un parti qui m'inspire. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de puzzle, de pièces du puzzle, mais quel est le parti qui aujourd'hui nous donnera un langage vrai, qui nous dise les gars, il va falloir s'y mettre, on va devoir travailler, on va plus parler que de protection simplement des personnes, comme on le dit tout le temps, mais quelqu'un qui nous pousse positivement vers le changement, quelque chose qui reconstruise la France, ou qui construise la France. Eh bien, si l'un d'entre vous a l'idée du parti... David, c'est le parti jazziste qui va être créé dans votre... Oui, il faut trouver un truc. Oui. Non, je pense que en fait, ce que vous soulevez en creux, c'est un problème sur lequel j'ai déjà écrit, qui est que après 1945, la France, elle a construit un modèle socio-économique très original, qui a un mélange d'étatisme et de volontarisme venu d'en haut. Et c'est ce que disait Marc Olivier aussi sur les services publics, sur les fonctionnaires. Et d'alliance atlantique, de construction européenne et de relative modernité libérale. Et en fait, ce modèle qui a plutôt fait consensus, des gaullistes aux communistes, d'une certaine manière, sur les nationalisations. Par exemple, c'est intéressant de regarder les débats parlementaires sur les nationalisations en 45. Tout le monde est pour. Et après, les gens divergent énormément sur les modalités, sur les socialistes, ils veulent en faire quasiment des conseils ouvriers de ces entreprises. Les libéraux, les démocrates chrétiens, ils en ont une vision plus technocratique. Ils veulent faire émerger des capitaines d'industrie. Mais il y a quand même un consensus modernisateur, à la fois social, libéral et étatiste. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais qui s'est noué dans ces années décisives de la 4e République, qui a été beaucoup plus productive sur le plan historique qu'on ne le dit, et que De Gaulle n'a bien voulu le dire quand il est arrivé au pouvoir en 1958. Et en fait, ce modèle a été profondément perturbé par une série de chocs, la crise énergétique de 1973, la mondialisation, la désindustrialisation. Et au fond, gauche comme droite ont recouru à l'outil de la dette comme antalgique systématique de toutes les perturbations qu'avait subi le modèle depuis les années 70. Et en fait, ce que moi j'attends, comme vous, c'est au fond la capacité à poser un diagnostic lucide et honnête sur le fait que ce modèle, et il y a une très belle livraison de la dernière revue commentaire. Moi, je suis plutôt adepte de Esprit, mais là, je dois dire que la dernière revue commentaire est intéressante. C'est pas forcément incompatible. Et il y a un article qui justement réfléchit sur cette expression depuis 40 ans que vous avez employée vous-même. Donc, on sent bien, il y a eu plusieurs diagnostics qui ont été livrés, mais on sent bien qu'il y a une sorte de malheur français, d'entropie française, de stase politique depuis 40 ans, qu'on a essayé la gauche, qu'on a essayé la droite, qu'on a essayé le centre, que tout ça ne marche pas. Et ce qui explique la poussée des populistes, parce qu'on n'est pas dans un univers statique, la politique c'est dynamique, c'est une physique. Eh bien, c'est que personne n'a apporté ni diagnostic ni remède face à la stase. Et je pense qu'on a, avec 2027, une fenêtre d'opportunité qui est peut-être la dernière, alors que Marine Le Pen est, sauf accident industriel, déjà qualifiée pour le second tour, d'essayer de trouver un candidat ou une offre politique qui soit capable d'apporter un diagnostic et un remède suffisamment puissant à cette stase. Et là où je vous rejoins, c'est que ça peut pas être un candidat exclusivement de gauche, ça peut pas être un candidat exclusivement de droite, ça peut pas être un candidat exclusivement issu de l'univers macroniste. Et donc, probablement, nous faut-il inventer quelque chose. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Je pense que d'habitude, on fait pas de recommandations à la fin des échanges, mais je pense que vu le nombre de fois où nous avons cité Télos, vous aurez compris l'intérêt de vous abonner à ce quotidien en ligne. J'ajouterai Le Grand Continent et aussi quelques autres qui permettent,
sortir du conformisme des grands quotidiens, conformisme qui s'était manifesté particulièrement au moment de la mort de Hassan Nasrallah, dont on se souvient comment elle avait été célébrée par le monde, qui avait été caricaturée dans un tweet que j'aimerais vous lire. Centriste revendiquant l'héritage du gaullisme social, Hassan Nasrallah restera dans nos mémoires comme un inlassable élu de terrain, passionné par la politique et les gens, à qui l'on doit des avancées majeures comme le comité d'entreprise du Hezbollah ou l'allocation Rocket. C'est de quoi ça? C'est un tweet qui est apparu après l'article du Monde pour en faire, je pense, la meilleure analyse qu'on puisse faire dans ces cas-là, c'est-à-dire celle qui se moque de la sottise et de l'impudeur. Merci à l'école alsacienne, merci. À dimanche.